pour parler d'un domaine qui m'est cher, donc, qui est celui des spondylarthrites, et sur des questions d'actualité. Donc j'ai choisi de vous parler des problèmes diagnostiques, du diagnostic précoce et des perspectives à ce propos. Donc oui, ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la question de la difficulté d'identification de ce rhumatisme, bien qu'il soit fréquent, comme l'a rappelé à l'instant Jean Sibilia. C'est un rhumatisme qui pose de réels problèmes diagnostiques, et je pense que vous entendrez encore parler aujourd'hui avec un autre exposé sur le problème de la fibromyalgie. Il y a souvent une confusion entre les douleurs de ces patients et les fibromyalgies, pour des raisons qui sont justement que ce rhumatisme, bien que réputé de la colonne vertébrale, peut toucher tout à fait les articulations périphériques, dans un site qu'on appelle l'anthèse, un nom un petit peu barbare, et cette barbarie fait partie probablement de la méconnaissance de la maladie. Donc pour essayer de progresser par rapport à cette problématique, nous disposons de plusieurs moyens que nous allons aborder aujourd'hui: l'imagerie, la génétique, et nous verrons pour finir le problème de la thérapeutique, qui n'est pas sans incidence sur cette préoccupation de diagnostic précoce parmi d'autres. Donc, traditionnellement, classiquement, emblématiquement, la spondylarthrite, c'est ce qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est définie de façon internationale, et ça a sa valeur, car à l'heure actuelle, quand on en parle entre experts de différents pays, on parle tous de la maladie définie avec ces critères dits de New York modifiés qui remontent à 1984, donc vous voyez quelques années en arrière, et qui supposent qu'il y ait des signes cliniques évidents, donc des signes principalement axiaux, puisque cette maladie est surtout réputée toucher la colonne vertébrale. Donc il s'agit de lombalgie inflammatoire. Ce qu'on appelle inflammatoire, c'est qui réveille durant la nuit. Ça, c'est un point extrêmement important. Attention aux douleurs de dos qui réveillent durant la nuit ou qui s'accompagnent d'une raideur importante, notamment après une immobilisation prolongée. Les patients se sentent mieux en activité, ce qui doit vraiment attirer l'attention par rapport au mal de dos ordinaire. Et puis surtout une sacroélite radiologique. Alors ça nécessite une radiographie de bassin, c'est un examen simple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une atteinte radiologique fréquente dans cette maladie et extrêmement caractéristique. Il n'y a pratiquement que cette maladie qui conduit à cet aspect de fusion des articulations sacroiliaques. Donc l'intérêt de connaître cette atteinte, beaucoup plus que de la soigner, car souvent quand c'est fusionné, les douleurs ont tendance à disparaître, et finalement c'est une articulation qui est assez peu utile, elle est immobile, sauf au moment de l'accouchement, où elle a besoin de s'écarter pour laisser le bassin se distendre, donc sinon c'est une articulation qui est peu mobile, et son principal intérêt finalement pour nos rhumatologues, c'est de permettre le diagnostic facile sur une simple radio de spondylarthrite ankylosante. Donc ça, c'est les critères de 1984 qui sont toujours admis à l'heure actuelle dans les réunions internationales. Le véritable problème, c'est que le délai diagnostique moyen lié à ces critères, on va en parler, est de 7 à 10 ans dans les pays développés, et ça, c'est toujours d'actualité. C'est un problème, et en voici probablement en partie la raison. Donc là, il ne s'agit pas d'une étude, ce que l'on appelle une étude prospective, c'est-à-dire où on suit une population de patients, donc les résultats sont interprétés, mais ils veulent quand même dire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est une série importante de patients qui ont été étudiés dans le cadre d'enquêtes génétiques. Donc la plupart appartenaient à des familles avec plusieurs atteints. Et on voit la fréquence de l'anomalie radiologique évidente des sacroiliaques en fonction de la durée d'évolution chez les hommes et chez les femmes. Avant 10 ans d'évolution, seuls 25% des femmes ont ces anomalies radiologiques, 50% des hommes. Après 20 ans d'évolution, on monte à 86% chez les hommes, donc une fréquence pas exhaustive, mais tout de même très élevée. Alors chez les femmes, il semble qu'on culmine à 60%. Autrement dit, il y a une bonne proportion de femmes qui ont tous les symptômes de la spondylarthrite, qui se comportent exactement par ailleurs comme les hommes, qui ne répondent pas, après 20 ans d'évolution de la maladie, à ces fameux critères de New York. Donc ça, c'est pas sans poser un problème, et il faut vraiment en avoir conscience. Moi, je vois fréquemment ces patients qui arrivent, et surtout ces patientes, avec des dossiers radiologiquement normaux et qui ont été répétés pour expliquer ce mal de dos et d'ailleurs.
on répète les radios, les IRM, les scanners, et tout est désespérément normal. Ce que j'appelle le signe du dossier, finalement, c'est un bon signe d'orientation. Le dossier est très épais, vous voyez, mais il est vide en fait. Et ça, c'est un bon signe d'orientation, et ça doit faire suspecter une spondylarthrite pour peu que les douleurs soient de nature inflammatoire. Je l'ai déjà dit, hein, réveiller la nuit, dérouillage après repos, amélioration par l'activité, et puis efficacité aussi, souvent, des médicaments de type anti-inflammatoire. Alors, donc pour illustrer ce problème de retard diagnostique, je cite ici les résultats d'une enquête qui a été faite auprès des adhérents des différentes associations de spondylarthrite en France, données recueillies entre 2005 et 2006 sur près de 2000 auto-questionnaires. Et j'en ai retiré ce résultat qui me paraît particulièrement intéressant, c'est le délai entre les premières manifestations et le diagnostic. Alors, certes, dans 50% des cas à peu près, le diagnostic va être assez vite, je veux dire en moins de 5 ans, on va dire. Mais dans un nombre non négligeable de cas, près de 10% des cas, ça va pouvoir prendre plus de 20 ans. Donc, des délais diagnostiques qui sont évidemment insupportables pour les patients qui souffrent de cette pathologie. Et donc, on arrive à ce délai moyen de 6 ans dont je parlais déjà, avec un nombre de médecins consultés moyen de 3,3 avant de poser le diagnostic, et évidemment, puisque c'est une moyenne, souvent beaucoup plus. Alors, comment peut-on progresser? En fait, on dispose très schématiquement de deux types d'outils actuellement, en dehors des critères cliniques dont on sait véritablement qu'on ne peut pas espérer beaucoup plus, l'imagerie, et avec deux outils récents, qui sont des imageries qui mettent en évidence l'inflammation aiguë, donc qui n'ont pas besoin d'attendre autant d'années que la radiographie, à savoir l'IRM et l'échographie des inflammations des articulations périphériques, ce qu'on appelle l'échographie des anthèses. Et puis sur le plan biologique, on manque de marqueurs biologiques dans cette maladie. On n'a pas le facteur rhumatoïde comme dans la polyarthrite rhumatoïde, donc on espère de la génétique. Il y a déjà le HLA-B27, dont on sait qu'il est largement insuffisant, mais tout de même utile. Il permet d'évoquer le diagnostic plus facilement. Et surtout, on espère que d'autres facteurs génétiques que l'on suspecte et que l'on commence à identifier vont aider à affiner la performance diagnostique avec donc des marqueurs biologiques faciles à identifier. L'inflammation, ce qu'on appelle l'élévation de la vitesse de sédimentation ou de la C-réactive protéine, est malheureusement assez décevante, car pas plus d'un patient sur deux n'a ce type d'anomalie. Donc l'apport de l'imagerie, je voudrais juste, alors je ne vais pas parler de l'IRM qui manque actuellement d'évaluation, mais je vais vous parler de l'échographie des anthèses parce que ce sont des travaux que nous menons tout d'abord au centre de Boulogne-Billancourt, à l'hôpital Ambroise Paré, puis également maintenant de façon multicentrique à l'échelle de la France, où on essaye d'évaluer comment cet examen qui met en évidence des inflammations caractéristiques de la spondylarthrite pourrait aider au diagnostic. Et donc la première remarque, c'est que chez des patients parfaitement caractérisés, l'anthésite inflammatoire a une sensibilité, c'est-à-dire en fait, chez les patients qui ont des formes établies de la maladie, la sensibilité, c'est la proportion de patients qui sont positifs à l'examen, qui est de l'ordre de 90%, ce qui est très bon. Et une spécificité, c'est-à-dire, c'est l'inverse. La spécificité, c'est le nombre de patients, de sujets n'ayant pas cette maladie qui n'ont pas non plus l'anomalie. Et donc la spécificité semble également très bonne. Mais ça, ces résultats-là, c'est des résultats sur des malades parfaitement caractérisés, donc ils ne sont pas valides pour les proposer comme diagnostic. D'où l'intérêt d'une étude que nous avons menée, une première étude, où nous